Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 1, c'est parti! Eh bien bonjour à tous, merci pour votre fidélité au podcast à la com. Nous sommes en janvier déjà et la saison 1 s'est terminée et nous avons le plaisir de lancer cette saison 2 en très agréable compagnie vu que nous accueillons aujourd'hui Océane, l'homme responsable de l'influence à l'agence, et Nicolas Pateki-Thomas qui s'occupe également de l'influence à l'agence, directeur associé de janvier et spécialisé dans les nouvelles technologies, qui va nous parler aujourd'hui de OpenGPT en particulier. Mais avant de commencer, un petit mot pour vous souhaiter à tous et à tous nos auditeurs une belle et heureuse année 2023. Souhaitons-nous peut-être de nous retrouver au maximum en présentiel dans la vraie vie et pas uniquement à travers les podcasts de janvier. Alors au niveau des bonnes résolutions, soyez assurés que nous allons tout faire de notre côté pour rendre ce podcast encore plus dynamique, plus réactif à l'actualité, et vous pourrez d'ailleurs nous faire part de vos remarques ou de vos envies, ou voire même votre volonté d'y participer indirectement sur le site web de l'agence ou via nos réseaux sociaux. Vous aurez tout en bio sous ce podcast. Alors avant d'accueillir Nicolas et Océane pour ce premier podcast de l'année, on va essayer de prévoir dans les semaines qui viennent un nouveau podcast entièrement dédié à l'intelligence artificielle qui fait l'actualité les derniers temps. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous faire part des sujets ou des inquiétudes que l'intelligence artificielle peut générer dans nos métiers de la communication, mais somme toute finalement de façon un peu plus globale. Il y a beaucoup de domaines qui peuvent être touchés, beaucoup d'inquiétudes qui sont générées par les dernières actualités. Et voilà, donc pour commencer, bienvenue, salut Nicolas, salut Océane. Salut. Bonjour. Bon, vous avez bien préparé votre intervention du jour ? Bien sûr. Toujours, on fait bien nos devoirs. Bon, parfait. Alors, on va pouvoir commencer peut-être assez vite sur les tendances 2023 des réseaux sociaux. Et là, je crois que c'est pour toi, Océane. Tu es une spécialiste. Il y en a plein. La première, ça va être la transparence et l'authenticité, encore plus qu'en 2022. La perfection des contenus touche vraiment à sa fin. On le voit surtout avec TikTok où l'aspect graphique est beaucoup moins important. On travaille davantage le message, le fond que la forme, et on met l'humain en avant. Toujours avec l'expansion de TikTok, on va voir l'essor du snack content encore plus se développer en 2023. Le contenu court pour capter l'attention en allant à l'essentiel et en procurant des émotions de manière rapide va être diffusé de manière exponentielle. On le voit aussi avec Instagram qui est en train de copier complètement TikTok avec les réels qui vont être aussi de moins en moins graphiques et de plus en plus portés sur le message. On va voir aussi que les réseaux sociaux vont prendre une ampleur par rapport au référencement, puisque aujourd'hui, près de la moitié de la génération Z utilise TikTok comme moteur de recherche à la place de Google. Donc, il va être très important. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et ça se répand de plus en plus. Donc, il va falloir mieux réfléchir en fait ces légendes, y intégrer des mots-clés et des hashtags qui soient de plus en plus pertinents pour être référencés en fait sur son marché. Alors avant d'aller plus loin dans les différents réseaux, parlons peut-être un peu plus de TikTok en particulier. Alors TikTok, c'est un peu le mastodonte qui a une évolution exponentielle ces dernières années. Ouais. Aujourd'hui, il est présent pour les marques et c'est un petit peu finalement le réseau social qui progresse le plus. Ouais. Vu qu'il arrive, je crois que j'ai vu qu'il avait dépassé LinkedIn en termes d'utilisateurs en France, c'est ça ? Oui, largement. Et il a dépassé Instagram aussi en nombre de téléchargements par jour. C'est énorme en fait. TikTok a changé vraiment la manière de communiquer à la fois pour les marques et pour les influenceurs. Les influenceurs qu'on trouve sur TikTok, on les trouve pas sur Instagram. C'est vraiment une autre manière de communiquer. Voilà, c'est vraiment ce que je disais. On est vraiment sur le fond plus que sur la forme. Sur Instagram, on est encore, mais ça va changer en 2023. On est encore sur un aspect graphique très fort, des photos retouchées, des vidéos montées. Sur TikTok, on peut monter une vidéo TikTok en 2 minutes et la mettre en ligne et elle peut totalement buzzer à partir du moment où on a un message pertinent qui soit drôle
ou un message de fond qui va être repartagé massivement en fait. Alors pour revenir encore sur TikTok, c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait du mal à le conseiller, ou les annonceurs avaient du mal en général à se projeter dedans parce que c'était un contenu ou des contenus qui étaient destinés aux plus jeunes. Aujourd'hui, quelle est l'audience de TikTok ? Comme tout réseau social, en fait, TikTok est en train de vieillir. Au départ, c'était un réseau social pour s'amuser, pour faire des chorégraphies. C'était les 13-16 ans. Ouais. C'était vraiment très, très jeune. Aujourd'hui, on a une audience jusqu'à 30-35 ans qui est quand même très active. Et on a des sujets qui peuvent être tout à fait sérieux sur TikTok. C'est pas le réseau juste pour passer du temps. On a des médias qui sont très actifs dessus, qui postent leurs reportages. Et on va avoir des professionnels de secteur d'activité qui vont partager leurs connaissances au même titre que sur LinkedIn, mais en fait sous format vidéo. Pardon. Vas-y Nicolas. Non, c'est assez intéressant, mais personnellement, j'ai supprimé TikTok parce que on a vu les derniers mois aux États-Unis aussi qu'il y a un grand sujet dans les nouvelles, qu'il y a beaucoup de surveillance des créateurs de TikTok, même du surveillance des journalistes aux États-Unis, etc. Et on parle beaucoup maintenant de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si ça va matérialiser vraiment, si ça va venir, mais moi, en tant qu'utilisateur, j'hésite à avoir cette application sur mon téléphone. Peut-être c'est mon côté aussi un petit peu sceptique parce que je m'intéresse beaucoup au sujet de la vie privée, de RGPD et tout ça, parce que ma femme est avocate en RGPD, alors je suis très exposé à ces sujets-là, mais je veux voir ce qui va arriver en 2023, si ça va continuer à croître comme réseau social, ou si quelque chose de nouveau va apparaître, si vraiment il y aura plus de gens comme moi qui seront plus sceptiques. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question, investir dans TikTok, je pense que la réponse peut être relativement claire. Alors évidemment, chaque communication, chaque publicité en fait doit pouvoir trouver sa place. Il peut y avoir une réponse positive ou négative qui peut être donnée sur l'utilisation d'un budget sur TikTok en particulier. Mais tu as raison Nicolas, c'est vrai qu'on retombe même à notre niveau sur des conseils, même pour des communications locales, on retombe dans cette géopolitique internationale où il y a on ne va pas rentrer dans ces détails, mais des problématiques entre la Chine et les États-Unis qui font que peut-être TikTok, qui n'est pas hébergé aux États-Unis mais encore en Chine ou en partie en Chine, pourrait être complètement stoppé aux États-Unis. Et évidemment, si ça arrive, je pense que la France ou les autres pays occidentaux suivraient. C'est pas vraiment d'actualité non plus pile poil aujourd'hui, mais ça pourrait très très vite le devenir en fonction de l'actualité. Dans tous les cas, même si ça arrivait, ça n'empêche pas le fait que TikTok a changé la manière de communiquer sur ces dernières années et va faire évoluer sur l'année 2023. Donc même si TikTok n'est plus autorisé aux États-Unis ou en Europe, dans tous les cas, Instagram est en train de copier la plateforme, donc la manière de communiquer de TikTok va se répercuter sur les autres réseaux sociaux. Et donc, TikTok, on vient d'en parler, on pourra évidemment revenir dessus en fonction des actualités de l'année. Les autres réseaux également, je crois qu'il y a du changement sur Insta, sur Facebook. Si j'ai bien tout suivi l'actualité, en fait, ces deux réseaux, enfin pour Meta en général, il y a un petit essoufflement en termes d'utilisation aussi des budgets publicitaires, vu que c'est la première fois, je crois, depuis 2014 que Meta perd des parts de marché. Ouais. Alors, ils ne sont pas seuls, il y a Meta, mais il y a aussi Google. Alphabet, la maison mère de Google, qui perd des parts de marché pour la première fois depuis 2014. Et ça, c'est aussi une petite révolution. Oui, puisque maintenant, il y a d'autres entreprises qui se portent sur le sujet. Donc, Amazon, TikTok, on revient encore dessus. Les marques répartissent leur budget, en fait. Ils mettent plus tout dans le même panier. Ils répartissent leur budget sur toutes les plateformes, donc forcément, ça fait moins de sous pour Google et Facebook. Et donc, pour rester peut-être sur... alors peut-être Facebook et Insta, on parlera peut-être de Google plus tard, c'est à notre niveau. Alors tu parlais du changement qui est en train de s'opérer sur la création de contenu.
Est-ce qu'on sent aussi une différence d'effort qui est mise sur ces réseaux sociaux, en tout cas sur cette fin d'année 2022 en particulier, par rapport à 2020, 2021, 2022 ? Est-ce qu'on sent qu'il y a des tendances qui évoluent ? Oui, mais de toute façon, il y a des nouvelles options qui arrivent en permanence. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Instagram est en train de toujours essayer de reprendre les options qui fonctionnent ailleurs. Donc, le réseau est en train d'évoluer fortement. En 2023, à la base, Instagram, c'est un réseau, et Facebook aussi, ce sont des réseaux sur lesquels on partage du contenu en priorité à sa propre communauté. En 2023, ce sera plus vraiment le cas. En fait, Facebook et Instagram vont nous faire de la suggestion de contenu auprès de personnes qu'on ne suit pas forcément, dans l'idée qu'on s'abonne de plus en plus à plus de monde et qu'on soit exposé à toujours plus de contenu comme sur TikTok finalement. Donc en fait, le fait de suivre un compte va pas nous donner accès forcément davantage à ces contenus. On va potentiellement voir des contenus de gens qu'on ne suit pas du tout, peut-être qui ne nous intéressent pas. Et en fait, l'idée d'Instagram et Facebook va être de collecter de la data pour nous suggérer des contenus qui nous intéressent toujours plus. Et donc, l'utilisation de Facebook aujourd'hui, ou l'effort qui est demandé, on peut parler par exemple de l'agence, même l'effort qu'on met nous sur notre compte Facebook par rapport à notre compte Insta ou LinkedIn, etc., il est clairement plus faible. Pour Facebook, oui. Pour LinkedIn, non. Je ne mettrai pas les deux dans le même panier du tout, puisque LinkedIn, c'est un réseau justement qui est en pleine expansion. Depuis 1 an, il y a la fonctionnalité créateur qui a vraiment tout changé. On a des influenceurs maintenant qui arrivent sur la plateforme. On a le fait que du coup, les chefs d'entreprise prennent la parole, parlent de leur quotidien et mettent en avant par ricochet leur entreprise. C'est une grande tendance qui va s'accroître en 2023 sur LinkedIn. Et par ricochet, le ghostwriting, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise délèguent la rédaction de leur contenu à des rédacteurs spécifiques à LinkedIn. Et ça va être une grande tendance sur cette année. C'est une bonne idée, ça. Mais c'est vrai que LinkedIn est assez puissant. Ce qui est notable ou remarquable avec LinkedIn, c'est que leur algorithme est beaucoup plus organique. C'est-à-dire que si on rédige une post, si on met une vidéo ou quelque chose sur LinkedIn, c'est probable que ce sera vu par des personnes qui ne te suivent pas. Et ça, c'est assez puissant parce que c'est comme ça qu'on peut créer des leads, qu'on peut croître notre base de followers sur LinkedIn et c'est beaucoup plus facile de gagner de l'attention sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux organiquement comme ça. Oui. C'est un peu comme ça que TikTok marche aussi. Ouais. C'est qu'on voit beaucoup de contenu qui n'est pas forcément lié aux personnes que tu suis directement. Ça suggère des choses qui puissent t'intéresser. Mais ça me fait penser aussi à un autre podcast qu'on a eu dernièrement avec le PDG d'Alchemist Studios, Maxime, qui disait que même il générait beaucoup de business, la majorité de son business à travers LinkedIn. Alors c'est assez puissant en termes de B2B et c'est quelque chose que au moins moi je vais concentrer plus sur LinkedIn cette année, c'est sûr. C'est vrai que par rapport à la question que je te posais tout à l'heure sur Facebook, Océane, c'était pour justement faire un décalage entre le fait on va passer beaucoup moins de temps à créer du contenu sur Facebook, finalement très peu ou pas, on va passer du temps sur Insta, et on passe beaucoup plus de temps sur LinkedIn, qui est vraiment le réseau social aujourd'hui, sur lequel on a fait beaucoup d'efforts sur 2022, qu'on va amplifier sur 2023. Et ce réseau social, finalement, qui était plutôt centré sur l'individu dans sa vie professionnelle, dans sa carrière professionnelle, pour chercher du travail, a complètement changé pour devenir un réseau social professionnel. Tout à fait. Par contre, on assiste toujours au même problème, et c'est le cas sur Facebook, c'est la visibilité des pages qui est toujours réduite par rapport à la visibilité des profils. C'est pour ça que je recommande toujours à nos clients d'avoir une personne qui représente l'entreprise et qui va pouvoir en faire la promotion, puisque le compte profil sera toujours plus visible que le compte entreprise. Fais-moi penser à te donner les accès à mon compte personnel, Océane.
Ok. D'autres tendances peut-être sur les réseaux sociaux pour 2023 ? Oui, le dernier dont je voulais parler, c'est les vidéos qui vont toujours être de plus en plus importantes en 2023, mais surtout l'abandon du format moyennement long. Donc on a le snack content, moins de 3 minutes, qui cartonne déjà et qui va perdurer, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais on a aussi le format très long qui est privilégié sur YouTube et les podcasts qui sont super tendances. Voilà, on est sur des formats très longs de 45 minutes, 1 heure, voire même 2 heures. Les internautes adorent. Et le grand perdant de l'histoire, c'est les formats 15-20 minutes. C'est justement le podcast qu'on est en train de faire est en train de aujourd'hui. faire. Voilà, on n'est pas forcément tendance, mais c'est une bonne information. Mais ça me fait penser à une stratégie ou une méthodologie dans la création de contenu que j'essaie toujours de transmettre aux équipes de Janvier, à nos clients aussi. C'est de réutiliser le contenu. Et ça, c'est une grande opportunité aussi. Si on crée une vidéo de 1 heure, de 2 heures, là-dedans, il y a 60 ou plus vidéos d'1 minute ou quelques quinzaines qu'on peut couper, créer des vidéos plus courtes pour soit le même réseau comme YouTube, soit d'autres comme Instagram, et vraiment créer d'un morceau de contenu une centaine. En fait, finalement, c'est rendre rentable un contenu important en l'utilisant pour faire une cinquantaine, enfin une trentaine de posts, alors qu'au départ, on pourrait l'utiliser que pour une seule annonce. Oui, une vidéo, c'est une vidéo, voire plus si on le découpe, mais c'est aussi des images en capture écran, c'est de l'audio, on peut créer un podcast, on peut rédiger tout ce qui est dit dans la vidéo dans un format d'un blog. Alors, moi, je suis très, très fan des vidéos parce que ça permet de créer plein de contenu derrière. Bon, bah écoutez, ça sera aussi une des bonnes résolutions de janvier pour l'année 2023. Plus se filmer, pas que pendant ces podcasts, mais en tout cas d'avoir des échanges un peu plus interactifs aussi avec les auditeurs. Merci Océane, merci Nicolas. Il y a un dernier point qu'on voulait aborder ce matin. Alors, à part si vous habitez dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté du fait que l'intelligence artificielle, dont on a parlé dans les précédents podcasts, a connu une explosion pendant les fêtes de fin d'année, avec un des outils de OpenAI, de la start-up américaine, qui s'appelle OpenGPT et qui est en train ChatGPT, pardon, et qui est en train vraiment de révolutionner peut-être un peu nos métiers. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment. Je pense pas seulement dans les agences, mais à tous les niveaux peut-être, mais aussi une énorme potentiel certains parlent de révolution, l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi précise, aussi impactante, avec de telles possibilités de travail, c'est quand même assez incroyable. Donc Nicolas, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de OpenGPT en particulier ? C'est le sort de truc qui me stimule, qui m'excite. J'aime bien découvrir des nouvelles technologies et voir l'accélération, la croissance de l'intelligence artificielle est très intéressant. En fait, OpenAI, c'est une start-up qui a été créée, je ne sais pas exactement quand, mais le ChatGPT a été lancé par OpenAI en novembre 2022. Et je crois qu'ils ont eu, sauf erreur de ma part, ils ont eu 5 millions d'utilisateurs dans quelques jours, qui est l'accélération de nombre d'utilisateurs le plus rapide dans l'histoire des applications depuis la création de l'Internet. C'est-à-dire, ça a pris beaucoup plus longtemps pour Instagram, pour Facebook, pour toutes les autres plateformes, de gagner une audience si importante. Parce qu'on l'a vu, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait ChatGPT en particulier ? En fait, c'est gratuit pour créer un compte. On entre sur ChatGPT et c'est le user interface, le UI, c'est vraiment une chatbox. C'est très simple. C'est très simple. C'est soit blanc, soit noir et blanc si tu te mets sur mode nuit. C'est même très moche. Ouais, mais c'est vraiment juste une boîte où on tape des questions ou des phrases et on a l'intelligence artificielle, l'application, qui répond en format de texte.
Je vais te donner un exemple. Alors, c'est un des exemples qui peut faire un petit peu peur, même si c'est plutôt assez rigolo. J'ai mon fils qui devait faire un résumé d'une œuvre, qui est allé dans ChatGPT, qui a tapé j'aimerais un résumé en 3000 mots de je ne sais plus quel bouquin c'était, mais voilà, il a eu dans la foulée, alors il y avait quelques petites erreurs et il a dû corriger, mais c'est assez incroyable qu'en 30 secondes il a eu ces 3000 mots rédigés, bien rédigés. Alors évidemment on change des petites choses, mais c'était assez fou. Ce sera un 18 sur 20 pas mérité, ça. Mais je crois que ça nous avance vers des choses, parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a moyen de voir si un contenu a été créé par une intelligence artificielle ou pas ? Alors oui, maintenant il y a un étudiant aux États-Unis qui a créé une application pour détecter si du contenu a été rédigé par l'intelligence artificielle, parce que apparemment il y a une structuration de la rédaction qui est assez commune ou assez visible au moins par des machines. Et pour ChatGPT ou d'autres logiciels peut-être ? Spécifiquement pour ChatGPT. D'accord. Mais c'est assez puissant comme outil. Alors 18 sur 20, je ne suis pas sûr, parce que ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs. On peut par exemple poser une question assez basique sur, je sais pas, une livre ou une hypothèse. Et l'application peut assez souvent, en fait, nous donner une réponse qui n'est pas forcément correcte, mais qui est le plus probable, parce que cette intelligence est basée sur une base de données qu'ils ont, j'imagine, alimentée avec des milliers d'articles, de posts en ligne, de posts réseaux sociaux qui sont fondamentalement créés par des êtres humains. Alors, dans ces contenus, il y a des erreurs. L'intelligence artificielle n'est pas forcément une calculatrice, c'est plutôt un outil qui te donne une réponse probable, basée sur ce qu'il connaît, cette base de données. Alors, c'est pas toujours correct, mais c'est impressionnant. C'est un outil qui est assez intéressant pour au moins créer un cadre ou une structure. Alors, si ton fils demande je sais pas, une dissertation ou un projet de 3000 mots, au moins ça donne un cadre où il peut après passer derrière, corriger et peut-être même rajouter quelques détails, quelques phrases importantes. Mais c'est très intéressant comme outil si on l'utilise pour résumer des trucs. Par exemple, j'ai trouvé sur LinkedIn une liste d'une centaine de projets qui se font dans le blockchain. J'ai inséré cette liste d'articles, juste les liens, et j'ai dit résume-moi les similitudes de tous ces projets en 3 puces. Et j'ai eu toutes les similitudes. Ce qui est déjà incroyable, ce qui aurait pris peut-être une semaine de boulot à quelqu'un. Tu peux insérer un article ou 13 articles ou le nombre d'articles que tu veux. Tu alimentes le ChatGPT, tu dis ok, aujourd'hui il faut que j'apprenne ce qui se passe en Ukraine. Alors tu mets tous les articles que tu peux trouver sur la guerre en Ukraine. Et tu dis, résume-moi en 10 points ce qui s'est passé dans ces articles. C'est là où c'est très intéressant. Et c'est là où ça peut faire gagner beaucoup de temps. C'est vrai qu'on y voit des opportunités énormes dans beaucoup de segments de la communication. Je parle même des métiers traditionnels, de revues de presse, mais aussi, je crois, dans des métiers plus neufs, comme les développeurs, où il peut y avoir des avantages à utiliser OpenGPT pour les développeurs. Alors ça, j'ai vu aussi. Moi, je ne suis pas développeur, alors je ne parle pas de mon expérience personnelle, mais j'ai lu quelques articles et j'ai écouté d'autres podcasts à ce sujet. Apparemment, on peut utiliser ChatGPT comme co-développeur. Ou correcteur ou développeur de ligne de code. Alors, si on a une fonction qu'on est en train d'écrire dans n'importe quel langage, par exemple C, on peut insérer cette fonction
qui peut-être est cassé, qui ne marche pas, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, on l'insère dans ChatGPT et on dit pourquoi cette code ne marche pas et il va te montrer l'erreur le plus probable. Ce qui est déjà aussi un gros gain de temps. Mais on peut aussi lui demander de nous écrire du code dans le langage qu'on veut pour faire quelque chose et ça va nous écrire du code. Et après, on peut le tester. Et ça c'est assez impressionnant. J'ai entendu qu'un développeur avait maintenant 24 sur 24, 100% du temps de travail, de son travail, il avait un écran avec ChatGPT à côté de lui. Et il a gagné en productivité, au moins le double, triple de productivité, juste parce que il perd pas du temps à chercher sur Google, à appeler ses collègues pour déterminer où est l'erreur, comment ça marche ça. C'est très 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 puissant. Ça c'est la version 3 cette année qui a sorti. Ça s'appelle GPT-3. En 2023, il va sortir GPT-4 qui est je ne sais pas exactement le chiffre exact, mais je crois 10 000 fois plus puissant que GPT-3. Alors, on va voir. Là, quand on demande de rédiger des phrases, c'est assez vide. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'humanité dans sa façon d'écrire. Mais je crois que d'ici un an, ça va beaucoup s'améliorer. D'ici 5 ans, 10 ans... je ne peux même pas imaginer la qualité que... on n'arrivait même pas à imaginer ça il y a ne serait-ce que 6 mois ou un an, donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors je crois que le succès qu'ils ont connu les dernières semaines les amène aussi à prévoir une version payante, parce qu'aujourd'hui c'est gratuit, c'est encore gratuit, mais il va y avoir une version payante qui permettra encore plus de choses aux utilisateurs qui auront les moyens d'acheter. Mais tu as raison, je pense qu'on va faire un podcast entièrement dédié, alors pas qu'à OpenGPT, même si c'est un petit peu le fer de lance aujourd'hui, mais à tous les outils, parce qu'il y en a de nombreux, Nicolas, si je ne me trompe pas, autour de l'intelligence artificielle. Maintenant, je suis en train de regarder un outil qui s'appelle Otter.ai, qui est utilisé pour des réunions, par exemple. On allume cette application et pendant une réunion, ça te fait le compte-rendu. Ça te suggère les points d'action. Génial. Ça serait super aussi pour les agences. Il peut écouter les zooms, etc. Alors voilà, il y a plein d'outils intéressants. J'ai très hâte de découvrir plus et voilà, de voir ce qu'on arrivera à faire avec l'intelligence artificielle en 2023. Alors, vous le voyez, en une discussion un peu passionnée, parce que ça nous passionne tous ici, de quelques minutes. On arrive déjà à cerner une foule d'opportunités, alors évidemment des menaces aussi, mais c'est assez logique. Donc je vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent, peut-être pas dans 15 jours, mais dans un mois. On aura un petit peu plus de recul et le temps de préparer un podcast entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Si vous avez des commentaires déjà sur ce sujet en particulier, n'hésitez pas à nous les donner. Également, tous les liens pour contacter l'agence seront en bio. Des questions et des suggestions d'invités. Exactement. Aussi. On est, voilà, si vous souhaitez participer, si vous êtes expert dans ce domaine notamment, n'hésitez pas. On sera ravis de vous accueillir dans un prochain podcast dans les semaines qui viennent. Merci à tous les deux. Merci Nicolas. Merci Océane pour ces informations. On va pouvoir retourner travailler et encore une fois, bonne année à tous et rendez-vous d'ici une dizaine de jours pour le deuxième podcast de janvier de la saison 2, les infos à la com. Merci.